Corso in montagna, 110 km/h in Balagna, 100 km in bocche di Bunivazio, c'è un maritone in ogni luogo, attenti marinari. I temperature oggi in cor di giornata 20 gradi in Calvi e 21 in Bastiglia. Buon appetito, a dopo. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Prima Insem et deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de Christelle Mazière. Vous êtes doctorante en sciences de l'éducation et on rappelle l'intitulé de votre thèse que vous allez soutenir dans 2 ans. Si tout se passe bien, parce qu'une thèse, on sait quand on la commence, mais on ne sait jamais trop quand on la finit, enfin, logiquement. La transmission du patrimoine culturel en milieu scolaire. À côté de vous, j'allais dire encore Marie-Antoinette Maupertuis. Décidément, j'ai du mal avec les prénoms aujourd'hui. Ça va toujours? Très bien. Toujours professeur des universités. Toujours. Et puis Diana Salicetti, qui est tous les jours avec nous. Alors, on avait commencé à parler, bien sûr, de vos travaux tout à l'heure. Mais alors, j'ai une question, moi, qui me vient subitement, enfin, que j'ai écrite, mais qui me vient subitement à la pensée. L'école, est-ce qu'elle peut vraiment sortir de l'enseignement de ses fondamentaux, c'est-à-dire dire, lire et écrire, selon vous? Est-ce que ça ne suffit pas à ça? J'ai l'impression, selon vous. Elle peut, mais elle le doit, parce que pour la mission qu'elle a et le défi qu'elle a à relever pour la société, enseigner autre chose que donc ces fondamentaux, pour ouvrir l'esprit donc des élèves. Ça passe effectivement par les arts visuels, mais aussi par la musique, par voilà, cette ouverture culturelle vers l'autre. Parce que ça ne suffit pas, selon vous, parce que l'on soit fils d'ouvrier ou fils de patron, l'école ne creuse pas ce fossé. C'est votre postulat de départ ou je me trompe? L'école ne creuse pas ce fossé? Ne remplit pas le fossé, au contraire, le creuse, le fossé. Oui. Voilà. C'est bien, ouais. C'est cela? Oui, en tout cas, il y a un maintien d'une certaine hiérarchie entre voilà, ceux qui la maîtrise du savoir et à un moment donné, il convient de s'interroger sur ceci. Alors, moi, j'ai choisi voilà, ce biais-là par l'enseignement de l'histoire des arts, donc à la suite de cette mise en place de la politique éducative en 2008. Je me retourne vers vous, mais le postulat aussi, c'est de dire que dans notre société, il y a une fracture culturelle qui peut être résorbée que par l'école. C'est cela un petit peu, Madame Maupertuis? Peut-être pas que par l'école, mais en tout cas, l'école est un vecteur et un mécanisme essentiel, essentiel bien évidemment, de réduction de la fracture, qu'elle soit culturelle et sociale, déjà à la base. Et là, c'est plus que l'enseignant, c'est aussi la mère de famille qui parle. Lorsqu'on a un enfant, tout à l'heure vous disiez que dire, lire et écrire sont les fondamentaux de l'école, mais on peut dire, lire et écrire sur des objets du patrimoine. Donc du coup, on est en capacité de parler. Lorsqu'on est petit, même si on a 6 ans, on peut parler de la Joconde. On peut écrire à 8 ans sur la Joconde. On peut raconter ce qu'on a vu dans un musée. Si c'est pas la Joconde, c'est la façon dont nos anciens tressaient une fatode pour faire le brooch. C'est tout aussi intéressant. Et quand on est petit, si l'école permet de dire, lire et écrire sur des objets du patrimoine, je crois que c'est très important. Sauf que l'éducation nationale en a pris conscience de cela, puisqu'elle a introduit maintenant la matière histoire des arts. Et vous, donc, on va le répéter, mais tout le monde n'a pas suivi l'émission depuis le début, c'est de voir comment cette histoire des arts fonctionne, en fait. Oui. C'est cela. Oui. Vous allez donc aller dans toutes les écoles de Corse, enfin en tout cas pas mal. C'est une aventure humaine, non, là, qui vous attend pendant 1 an. Vous allez La thèse est une aventure humaine, au-delà d'une aventure et d'un chemin, d'un parcours scientifique. Je le disais tout à l'heure en antenne, on entre en thèse comme on entre en religion quasiment. C'est un rythme de vie, un rythme de travail. Alors on n'en sort jamais. Non, parce que c'est quelque chose qui nous passionne. Tout à l'heure, on reçoit non plus une doctorante, mais un docteur. Oui. Vous verrez combien la thèse et nos travaux que l'on peut mener dans 3 ans nous suivent finalement toute notre vie, puisque c'est un choix de carrière. On choisit de s'intéresser à tel domaine et de l'approfondir parce que on en a envie.
vie et on a pas... Sauf que vous partez, je répète, j'emploie souvent ce mot avec un postulat de départ, mais peut-être que votre expérience du terrain va complètement changer ce que vous pensez. Peut-être que ça va vraiment marcher, cette introduction de cette matière. La recherche, en fait, on ne va pas chercher des certitudes on ne va pas chercher à conforter des certitudes que l'on pourrait avoir. La recherche, c'est investiguer, rechercher, avoir des hypothèses, voir si elles sont vérifiées ou pas. On ne peut pas... Et on est noté comment, tiens, d'ailleurs, quand on fait une thèse qu'est-ce qui détermine? C'est voir si elle a respecté son questionnement de départ ou voir si elle est partie d'un complètement autre chose? Qu'est-ce qui détermine qu'on obtient ou pas une bonne note à une thèse? Alors, il n'y a pas une note qui est mise. Il y a effectivement une appréciation qui est apportée par un jury de thèse. Il y a quand même une gradation, effectivement, pour rejoindre votre idée de notation. On peut avoir une mention passable, une mention très honorable avec les félicitations du jury. Et puis, le summum, c'est quand on vous propose pour publication de la thèse, quoi. Voilà. Donc, proposition pour publication chez un grand éditeur. Donc, et là, vous avez atteint effectivement le sommet. Mais ce qu'on doit apprécier dans le travail de thèse, d'abord, c'est la nouveauté, l'aspect original, parce que si le sujet a déjà été traité, c'est pas d'un grand intérêt. Si vous faites juste votre état de l'art, un tour de piste, et puis voilà, c'est pas ce qui est, ça vous fait pas avancer la science pour autant. Donc, est-ce que vous avez apporté quelque chose de novateur? Est-ce que c'est utile pour la science? En quoi votre théorie ou vos résultats remettent en cause des théories existantes, parce que le propre de la recherche scientifique, c'est quand même le doute, déjà, et la remise en cause, même si on fait un état de l'art de ce qui existait, la remise en cause de ce qui existait auparavant. Sinon, on n'avance pas. Et comme le disait Newton, on est tous des nains juchés sur des épaules de géants. Voilà, il y a des gens avant nous qui ont fait des choses, mais néanmoins, les géants, il faut les remettre en cause aussi. Parce que sinon on ne change jamais de paradigme scientifique et on ne fait pas de révolution scientifique. Voilà, donc la nouveauté, l'innovation, la façon dont a été traité le sujet, c'est-à-dire la méthodologie utilisée, la rigueur dans la méthode scientifique, la posture scientifique. C'est-à-dire, est-ce qu'effectivement, vous avez un travail qui est très carré, qui, sur le plan de l'analyse statistique, par exemple, je prends ce cas-là, puisque Christelle va faire une analyse statistique, est-ce que l'échantillon de départ a été bien choisi? La période temporelle a été effectivement bien définie? Est-ce qu'on a introduit des analyses comparatives avec d'autres secteurs, d'autres endroits, justement, d'autres lieux? est-ce que vous avez introduit, vous allez montrer qu'en Corse, on transmet mieux notre patrimoine qu'ailleurs ou pas? Le but, effectivement, que mon échantillon se veut représentatif. Donc, il y a effectivement, je n'ai pas choisi uniquement des écoles rurales, uniquement des écoles urbaines, uniquement des écoles bilingues, uniquement des... Mais c'est comparatif en région Corse, pas par rapport aux autres régions. En tout cas, c'est représentatif de notre académie. Après, ça serait bien qu'il y ait le même genre de thèse qui soit dans toutes les régions. On y pense. Bon, c'est bien, vous y pensez. Allez, il faut penser à jouer aussi. Diana, vous avez parlé d'un jeu en première partie d'émission, assez facile quand même. Jeu... Non, pas facile du tout. D'ailleurs, j'ai aucune mémoire, moi. Non, on jouait pas dans la première partie. Pas facile. Pas facile. Faut que vous statuez sur le jeu. Pour moi, c'est pas facile aujourd'hui, j'ai l'impression. Eh bien, nous partons directement pour cette image d'archives, ces images plutôt, excusez-moi. Elles datent d'un 5 décembre. Jetez un petit coup d'œil à ceci. Des centaines de personnes se sont retrouvées cet après-midi à Bocognano à l'occasion de la 5e foire de la châtaigne. Une manifestation qui se déroule sur 2 jours et qui réunit cette année plus de 150 exposants. La châtaigne et ses dérivés sont bien entendu à l'honneur, mais cette année encore beaucoup d'autres artisans et producteurs se sont donné rendez-vous à Bocognano. Demain auront lieu les traditionnels concours de farine et de pâtisserie qui opposeront des concurrents venus de toute la Corse. Voici, en ce qui concerne les archives, la question, vous avez entendu, c'était la 5e édition, la 5ª edizione di Aviera di Agastagna, in Bugugna. Mais en quelle année sommes-nous, puisque c'était la 5e édition? Si vous le savez, de quelle année date ce reportage, vous nous appelez très très vite au 0800 000 900 Cho Akiama Subidu Zubi. Voilà. Et puis le cadeau, les Mantines. Imantine, on n'écoute pas un extrait? Ouais, mais il est parti. Alors c'est parti. C'est toujours un plaisir d'écouter Imantine. Voilà. C'est tout? Que ce CD? C'est tout. Bon. Eh bien, très bien, donc vous aurez ce beau petit cadeau pour les fêtes de Noël. C'est l'heure pour nous d'accueillir notre chroniqueuse du jour qui attend patiemment, là. Voilà. Allez, Célia, c'est à toi. Approchez, Célia, approchez. Comment allez-vous? Bien, et vous? Impeccable. Alors, Célia, nous sommes lundi, et le lundi, nous parlons souvent de recherche, d'innovation. Et là, vous avez les deux.
Exactement. Alors, parmi les nombreux sujets, en tout cas de recherche menés à l'Université de Corse, il y en est un qui est consacré à l'eau. Alors, si je vous dis que sans eau, il n'y a pas de vie, vous me répondez que pour qu'il y ait de la vie, il n'y a qu'à avoir de l'eau. Donc, c'est en partant de ce constat que Marc Muselli, qui est professeur en physique énergétique, et son élève Owen Cluse, ils ont travaillé sur un moyen de trouver de l'eau là où il n'y en a pas, en l'occurrence dans les pays en voie de développement, comme l'Inde ou l'Afrique. Alors lorsque je vous dis trouver de l'eau là où il n'y en a pas, ce n'est pas tout à fait exact, puisque notre atmosphère est composée à 98% de vapeur d'eau et 2% d'eau condensée, c'est ce qu'on appelle les nuages tout bêtement. La nuit tombée, il se produit un phénomène qui est dû à la différence de température entre le sol et le ciel, et généralement vous observez le résultat le matin sur votre pare-brise en prenant votre voiture, c'est là... Buée. La rosée, vous y étiez presque. Donc récupérer cette eau, c'est ce qu'ont voulu faire les deux chercheurs en élaborant un polymère qui a des propriétés radiatives, c'est-à-dire qu'il refroidit très vite. Un polymère, c'est un matériau qui est composé à partir d'autres matériaux. Je vous vois faire une grimace. Donc lorsqu'on l'applique sous forme de peinture ou de bâche, c'est expérimenté aujourd'hui aux quatre coins du monde, ça permet de récupérer de l'eau là où elle manque. Je vous propose de partir en Inde pour voir leur travail. Le soleil se lève sur la région de Kutch au nord-ouest de l'Inde. Il est 6h du matin, la rosée va bientôt s'effacer. Sur le toit de cette école, Mahaprasad et Katif s'affairent. Ils finissent d'installer ce qui s'assimile à une véritable usine à eau. On a posé cet isolant thermique qui permet à la toiture de rester plus fraîche que la température ambiante, ce qui accentue la condensation. C'est ce qu'on appelle la température de rosée. Les particules d'eau contenues dans l'air la nuit sont soumises à un phénomène de condensation. Ensuite, c'est tout naturellement qu'elles se transforment en gouttelettes. Grâce à ce système, près de 200 litres d'eau pure sont parfois recueillis en une nuit. Et c'est ici, en Corse, que les matériaux ont été développés. En 2007, Marc Muselli, chercheur en physique énergétique, codépose un brevet avec son étudiant Owen Cluse et développe une peinture radiative. En clair, elle permet de refroidir très rapidement les surfaces sur lesquelles elle est appliquée. On ne s'en sert pas en Corse ou dans les pays développés. Elle est utilisée pour rendre accessible l'eau potable à ceux qui en ont besoin. La Corse, les rendements que l'on obtient sur ces technologies ne sont pas en adéquation avec les besoins locaux. Par contre, sur des pays à très fort stress hydrique, en particulier dans tout le nord de l'Afrique, l'Inde, le sud-est de l'Asie, là par contre les gens vivent avec moins de 5 litres d'eau par jour. Et la technologie trouve alors, je dirais, un intérêt important dans le sens où vous répondez à la problématique de ces personnes. Et ça fonctionne très bien. 10 mètres carrés permettent de recueillir l'équivalent de 5 bouteilles d'eau en une nuit. C'est donc dans des pays comme l'Inde, où l'eau est une denrée rare, que la peinture radiative prend tout son sens. Une région où, passé 9h du matin, il peut faire 50 degrés et où l'accès à l'eau potable est vital. Avec ce système, elle devient donc accessible sans effort. L'eau est complètement gratuite. Elle peut être bue par les enfants ou alors on s'en sert pour arroser les plantes. Non seulement gratuite, mais cette source d'eau est inépuisable, le phénomène de rosée se renouvelant chaque nuit. Mais cette technologie exploitée à l'autre bout du monde pourrait également être utile chez nous. L'idée générale, ce serait de limiter le besoin d'énergie, on va dire, fossile, issue, je dirais, du fioul par exemple, pour climatiser nos maisons. Lorsqu'on dépose ce matériau sur des toitures, on va limiter l'échauffement du bâtiment et nécessairement, donc, on aura besoin de moins d'énergie pour climatiser à l'intérieur, pour avoir un certain confort. Pour que ça fonctionne, il faut à la fois que la surface soit la plus fine possible pour qu'elle accumule le moins d'énergie possible et donc qu'elle reste la plus froide possible. Et puis, le fait de l'avoir en pente, c'est simplement pour pouvoir récupérer l'eau sans moyens mécaniques, uniquement en utilisant la gravité. À l'heure où les chefs d'État négocient à Durban sur les façons de réduire les émissions de CO2, cette peinture radiative pourrait être une solution adaptable dans beaucoup de pays, à moindre coût, puisqu'elle ne vaut qu'1 euro le mètre carré. Voilà, Sacrée donc invention, ça, dites-moi. N'est-ce pas? Donc c'est vraiment une façon d'avoir de l'eau gratuitement illimitée et avec une installation qui est peu ou pas coûteuse, puisqu'une simple couche de peinture suffit, du moment que le matériau sur lequel elle est appliquée est en dénivelé, les gouttelettes fusionnent et c'est leur propre poids qui les fait couler. Donc c'est une solution vraiment à la pénurie en eau dans les pays en voie de développement.
Et en même temps, c'est une solution dans les pays occidentaux et industrialisés puisque ça permet de faire des économies d'énergie grâce aux propriétés radiatives. Ça permet de faire de la climatisation passive. Donc c'est naturel, c'est à très très bas coût et c'est une première dans le monde et ça a été fait chez nous. Et mais alors, on peut vraiment la boire, cette eau? Alors, Eau de rosée oui. comme ça? Vous pouvez effectivement la boire, elle est considérée comme potable, elle est pure, hein, et quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans le monde, puisque des études bactériologiques ont été menées aux 4 coins du monde, Corse, Inde, Croatie, Maroc, Tahiti, Madagascar, et chaque fois les relevés indiquaient que l'eau répondait aux normes de qualité imposées par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et les directives européennes. Alors je vous garantis que si vous avez soif, vous n'allez pas être regardant et vous allez la boire. Bon, alors je veux bien comprendre que dans les pays où on manque d'eau, on en a besoin, mais nous, chez nous, on n'a pas besoin d'eau. Célia, pourquoi on aurait besoin de ça alors? L'utilisation dans les pays développés, en fait, c'est ce qu'on appelle la climatisation passive des bâtiments. C'est-à-dire que les propriétés radiatives de cette peinture, qui servent la nuit à favoriser le phénomène de nucléation, en fait, c'est la formation des gouttelettes. Ça sert aussi en journée à faire baisser la température des matériaux sur laquelle elle est appliquée. J'insiste vraiment, vraiment de façon naturelle, ça ne dégage pas de CO2. Et pour des industriels ou des entreprises où il y a beaucoup d'ordinateurs ou des machines qui dégagent de la chaleur, ça climatise naturellement et ça permet de faire chuter la température d'au moins 5 degrés. Et le coût est quand même sensiblement bas puisque la peinture ne coûte qu'1 euro le mètre carré. Eh bien, cette peinture, pourquoi vous n'êtes pas venu avec votre bidon de peinture d'ailleurs, Célia? La prochaine fois, je la fais chez moi puisque c'est possible de la fabriquer. Oui, ça, en fait, ça n'est que l'association de plusieurs charges minérales et si on a la bonne recette, on peut le faire. Et la recette, vous l'avez? Oui, mais c'est un secret, on ne vous la donnera pas. C'est comme la sauce du Big Mac. Exactement. C'est comme la sauce du Big Mac. D'accord. Vous bougez pas. On avait donc nos étudiants en sciences molles. On va accueillir notre étudiante en sciences dures, Élodie Guinozo. Approchez, je vous en prie. Venez, venez, venez. Voilà. Vous êtes doctorante en biologie, c'est ça? Non, docteur en biochimie. En biochimie, excusez-moi, j'en perds mon latin. Moi, décidément, je ne suis pas concentré aujourd'hui. Vous êtes venu avec vos travaux, votre thèse notamment, qui s'intitule Alors, molécules antibactériennes issues d'huiles essentielles. C'est ça. Parce que vous partez d'un constat, vous, c'est que les antibiotiques n'ont pas éradiqué l'ensemble des maladies infectieuses, et donc vous nous proposez la solution. C'est ça? C'est ça, en gros, c'est ça, vous avez bien résumé. Donc, en fait, on recherche des molécules antibiotiques dans les huiles essentielles, puisque donc, on a de plus en plus de bactéries qui deviennent résistantes aux antibiotiques. Et parallèlement à cette montée de la résistance, en fait, les firmes pharmaceutiques ne recherchent plus d'antibiotiques. Ah bon? Donc, les firmes pharmaceutiques, elles ont arrêté la recherche sur les antibiotiques. Qu'est-ce qu'elles font? Elles se désintéressent de cette recherche-là, puisque ce n'est pas très rentable pour les firmes, dans la mesure où un antibiotique, une fois qu'il est développé, donc déjà ça met à peu près 15 ans, donc il faut à peu près 15 ans pour avoir une autorisation de mise sur le marché d'un antibiotique. Et au bout de ces 15 ans, lorsque vous êtes malade, vous allez prendre un antibiotique. Au bout d'une semaine, vous allez être guéri. Donc, c'est plus rentable d'axer la recherche sur, par exemple, la molécule anti-obésité ou les médicaments contre les maladies cardiovasculaires que vous allez généralement prendre à vie. Donc, c'est beaucoup plus lucratif, beaucoup plus rentable. Alors, je disais qu'il restait des bactéries résistantes. Alors, il y a quelques exemples. Il y a certains pneumocoques, par exemple, qui sont responsables de pneumonie, d'otite et de méningite, qui résistent à la pénicilline désormais. C'est prouvé. C'est ça. Alors, d'ailleurs, moi, dans ma thèse, je n'ai pas travaillé sur le streptocoque. Vous avez parlé du pneumocoque. C'est une famille de coques. J'ai travaillé sur le staphylocoque doré, que je pense que tout le monde a déjà entendu parler. Oui. Donc, ce staphylocoque, à l'heure actuelle, il y a plus de 40% des souches qui deviennent résistantes à la méticilline, donc le dernier antibiotique qu'on utilise, en fait, je dirais, en dernier recours. Et par conséquent, donc, c'est une bactérie qui est de plus en plus résistante puisqu'elle a une grande capacité d'adaptation. Et puis, en fait, il n'y a plus d'antibiotiques efficaces et elle est responsable de nombreuses infections nosocomiales. Et donc, j'ai testé des huiles essentielles, donc, ce qui a fait d'ailleurs l'objet d'une publication sur ce staphylocoque. En fait, si les bactéries développent des résistances, c'est parce qu'on a utiliser exagérément les antibiotiques. Tout à fait, c'est-à-dire que je pense que tout le monde a un petit peu en tête le fameux slogan « les antibiotiques, c'est pas automatique ». Donc c'est vrai, donc derrière ce slogan se cache une réalité puisque en fait, en utilisant à tort les antibiotiques et de façon inappropriée, donc, par exemple, vous allez chez le médecin, si c'est une angine virale, ça ne sert à rien de prendre des antibiotiques, mais ça risque d'aggraver justement ce phénomène de résistance, puisque quand vous allez utiliser un antibiotique, cet antibiotique va détruire les mauvaises bactéries, donc celles responsables de l'infection, mais il va également détruire les bonnes bactéries. Et donc, en laissant la place, je dirais, libre
aux bactéries donc, pathogènes, celles-ci vont pouvoir donc, développer des mécanismes de résistance pour lutter contre ces antibiotiques parce qu'elles se caractérisent, ces bactéries, par des grandes capacités d'adaptation. Alors donc Vous cette avez pub développé. qu'on a, pardon, excusez-moi, cette pub qu'on a, les antibiotiques, c'est pas automatique, c'est pas pour faire des économies, mais c'est vraiment un problème de santé C'est publique en un fait. véritable problème de santé publique, oui. Excusez-moi Célia, vous vouliez? Donc les huiles essentielles, c'est une solution alternative aux antibiotiques qui ne fonctionnent plus. C'est remplacer les Tout à antibiotiques. fait. Là, ça c'est votre thèse, parce que vous, contrairement, j'allais encore vous appeler Véronique, décidément, contrairement à Christelle, qui est en 2e année, elle, vous l'avez fini votre thèse. Oui, Ça, je c'est suis soutenue il y a un an. ça, Voilà. c'est 3 ans de recherche. C'est ça. Voilà. Voilà. Et vous dites, les antibiotiques, moi, je vais vous proposer autre chose. C'est ça, tout à fait. Donc en fait, on recherche. Pourquoi déjà les huiles essentielles? Ce sont des huiles essentielles donc déjà extraites de plantes, donc de plantes endémiques de Corse, qui se caractérisent par des compositions chimiques spécifiques. Alors pourquoi on a choisi les plantes et les huiles extraites de plantes? Bien parce que en fait, il faut savoir que les plantes, elles sont très peu explorées chimiquement. C'est-à-dire que sur les 250 000 espèces répertoriées, on connaît que seulement 1% donc, de composés chimiques de ces plantes. Donc en fait, ça offre de grandes possibilités. Ah oui, d'immenses rechercher, perspectives là, voilà, effectivement. de nouvelles molécules. Et les huiles donc essentielles en particulier, puisque généralement donc, les plantes, pour se défendre elles-mêmes contre les pathogènes, elles synthétisent ce qu'on appelle des métabolites secondaires, qui vont se concentrer dans les sacs olifères, justement, les sacs donc, olifères qui vont être à l'origine de la production des huiles essentielles. Donc c'est pour ça que ce sont des huiles essentielles concentrées vraiment en molécules actives. Donc le but, je l'ai dit volontairement, c'est de remplacer ou c'est de renforcer les antibiotiques? C'est quoi? Alors en fait, il y a 2 axes donc, au laboratoire donc, où je travaille. On a développé 2 axes de recherche. Donc, le premier axe, c'est de rechercher dans ces huiles essentielles de nouvelles molécules antibiotiques, donc nouvelles par leur structure, par leur action, donc, pour pouvoir remplacer éventuellement des antibiotiques. Et il y a un deuxième axe de recherche, c'est de rechercher toujours dans ces mêmes huiles des molécules capables de bloquer le mécanisme de résistance développé par la bactérie, qui permettrait donc en fait, administré avec l'antibiotique ayant perdu son efficacité, de restaurer l'efficacité de cet antibiotique. C'est C'est- considéré comme de l'homéopathie ou c'est une vraie médecine reconnue? Pour l'instant, c'est toujours au stade homéopathique. Donc, en fait, on est pour l'instant à l'état toujours in vitro. Donc, il va falloir passer, bien sûr, aux étapes supérieures donc des applications in vivo. Donc, on a bon espoir, par exemple, d'utiliser, ça a déjà été fait donc, apparemment en Angleterre, les huiles essentielles dans les hôpitaux, par exemple, pour les grands brûlés, sous forme de brumisateur, puisque pour l'instant on ne peut pas utiliser l'huile essentielle comme ça, telle que. Donc pour pouvoir en fait limiter la prolifération des germes sur ces personnes donc, brûlées. C'est même dangereux pour les enfants, les huiles essentielles. C'est-à-dire que c'est considéré, ce n'est plus un produit inerte depuis 2007. Donc en fait, il faut faire quand même attention, on ne peut pas utiliser l'huile essentielle à tort et à N'importe quoi. travers. Voilà. Alors justement, pour l'utilisation des huiles essentielles, là, ce que vous démontrez dans votre thèse, vous avez fait des démonstrations justement sur des humains, sur des animaux ou comment vous... Alors, nous, pour l'instant... Comment vous avancez votre théorie? Nous, en fait, on travaille directement en laboratoire, donc in vitro, directement sur les bactéries. Donc, les 2 principales bactéries sur lesquelles j'ai travaillé... Allez-y, mais c'est pas pour demain qu'on va mettre de l'huile essentielle et que ça va... Non, pour l'instant, on en est toujours au stade donc, sur les bactéries. développement, bien sûr. Donc là, on est in vitro, on recherche donc, directement les huiles qui sont actives sur ces bactéries-là. Et ensuite, donc, bien sûr, c'est de passer donc, sur des tests donc, in vivo, après donc, sur des phases de tests sur systèmes animaux, donc la souris, et après donc, plus loin, puisque si vous voulez par exemple suivre le chemin que suit un antibiotique, c'est d'abord donc, in vitro, ensuite in vivo, passage sur les tests animaux, ensuite donc, animaux de type d'abord souris, ensuite chien, voire singe, et ensuite il y a les essais sur l'homme, avec 4 phases cliniques. Donc c'est pour ça que c'est très long. Ça prend combien de temps? Eh ben, c'est, par exemple, si on suit donc, le chemin donc, entre la découverte d'un antibiotique et sa mise sur le marché, c'est à peu près 15 à 20 ans. 15 ans. Et vous, on n'a même pas encore découvert. Donc, vous avez déposé un brevet pour cela? Alors, en fait, le brevet, c'est plutôt sur le deuxième axe de recherche, c'est-à-dire ce dont j'ai parlé tout à l'heure. On a, en fait, identifié dans une huile essentielle une molécule qui est capable de bloquer un mécanisme de résistance d'une bactérie, donc d'une entérobactérie. En bloquant donc tout simplement ces pompes des flux. Donc, je ne rentrerai pas dans le détail. Et à partir de là, donc en fait, voilà, donc il y a eu un brevet qui a été déposé, un brevet déposé, un deuxième donc qui va déposer. Donc voilà, il faut maintenant passer donc aux autres tests.
Et donc, si ça arrive un jour sur le marché, vous aurez quel âge C'est parti pour plusieurs dizaines d'années. Oui, là. c'est de la recherche, bien sûr, c'est long, hein, bien évidemment. Et ça part de Corté. Oui, voilà. C'est super, ça, Marie-Antoinette, non? Je sais que c'est pas du tout votre domaine, mais moi, je trouve ça ahurissant. C'est super, c'est génial. Tout autant que la mise au point tout à l'heure de la récupération de la rosée, qui est un principe relativement simple aussi. Hein. Et donc, avec de la recherche scientifique derrière, c'est réalisé à Corté. Et effectivement, ça va pénétrer l'ensemble du système économique. Pas tout de suite, comme je le disais tout à l'heure. Il faut un temps. La recherche, c'est un temps. Et très souvent, c'est aussi les applications qui mettent du temps à être diffusées dans la société. Il y a l'acceptabilité aussi par la société de la nouvelle technologie. Je ne pense pas que demain matin, tout le monde aura un parapluie à l'envers, puisque l'innovation de Marc Mouzet est testée effectivement à travers des sortes de parapluies mis à l'envers pour pouvoir récupérer la rosée le matin. Je ne pense pas que tout le monde se promènera avec un parapluie pour récupérer sa rosée, mais on ne sait pas ce qui va se passer. Après-demain, peut-être. Mais après-demain, oui, peut-être. Surtout avec le changement climatique, le réchauffement climatique, voilà. Il en est de même pour les applications dans le domaine médical. Exactement, parce que pour continuer, ça ne reste pas juste là sur le plateau d'INSEE, mais vous écrivez. Il y a des articles, hein, bien sûr, hein, oui, dans des revues scientifiques, etc. Tout à fait. Ça rigole pas. La vocation d'une thèse aussi, c'est que vos travaux soient bien sûr validés. Donc, généralement, ils font l'objet de publications dans des journaux scientifiques internationaux. Chapeau. Voilà. Chapeau. Allez, vous ne bougez pas, puisqu'il est l'heure de la réponse du jeu. Je ne sais pas si nous avons un gagnant, Diane. Ah, un clin d'œil, ça veut dire oui. Nous avons un gagnant, et nous avons un gagnant qui est bien placé pour nous répondre, puisqu'il s'agit de François, qui nous appelle de Bocognano. Salute. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Vous êtes très loin, on vous entend très faiblement. Vous êtes à Bocognane même? Oui, Bocognane même. Bon, vous vous apprêtez donc pour la foire qui va se dérouler d'ici peu. Voilà, c'est bien sûr. Est-ce que vous êtes loin de votre combiné, François? Je suis un peu loin de mon combiné. Ah, vous conduisez? Non, je suis à la maison, mais ça se mal. Bon, c'est pas grave, il n'y a aucun souci. Alors, vous avez la réponse, je le sais, j'en suis sûre. Alors, la réponse, 1987. Exactement. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai pas bien entendu. 1987. D'accord. 1987. Bon, c'est normal pour j'ai pas... C'est normal pour un Bocognanais, non? Ah, c'est un peu normal, mais j'espère vous voir à la foire, hein. Bon, bien sûr qu'on va monter à la foire. Cette année, ça sera la 29e édition. Donc l'année prochaine, les 30 ans. Et ça se déroule, ne l'oubliez pas, les 9, 10 et 11 décembre prochains, c'est-à-dire... vendredi, samedi et dimanche. Il y aura France 3 qui va venir, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Oui, j'espère vous voir. Alors, est-ce que vous allez y participer, vous, en tant que, je sais pas, artisan ou... Ah oui, moi j'y participe. Je vais aider le foyer rural de Bocognane qui fait la poulaine et voilà. Hein. Alors écoutez, François, je vous propose de vous replonger dans l'ambiance 1987 avec ce petit retour en images. C'est parti? Restez avec nous. Lorsque vous avez créé cette foire, est-ce que vous pensiez qu'elle susciterait un tel engouement? C'est-à-dire qu'on y avait pensé sans trop l'espérer, parce que nous étions tombés dans un créneau qui n'existait nulle part. Hein. Bon, toutes les foires se tenaient en été, c'était une évidence, Chellac, Niol, tout ça, bon. Et puis il y avait un créneau à prendre qui était celui de la châtaigne, qui est quand même quelque chose qui, je pense que les Corses respectaient tout au moins. Et on a voulu un petit peu leur faire un retour en arrière, sans tomber dans un passéisme un peu suranné, quoi. Nous sommes tombés sur quelque chose que je pense que les Corses apprécient, qui est la châtaigne, qui fait partie du patrimoine. Et à partir par ce biais, on a voulu quand même montrer que l'on pouvait, dans nos villages de montagne, en hiver, faire quelque chose. Et voilà, la 29e édition, c'est ce week-end, François Chemaved. J'espère vous voir, hein, bien sûr. Voilà, alors on vous envoie bien sûr le CD d'Imantine et puis une surprise, puisque le cadeau que j'enverrai à François, ce sera le cadeau que je vais proposer un tout petit peu plus tard pour les idées cadeaux. C'est gentil. Voilà, donc ce sera 2 cadeaux pour vous, François, que je vous envoie directement à Bocognane. Vraiment, c'est vraiment gentil. Ça se voit que c'est Noël, hein. C'est vous qui êtes gentil, François. Bon, c'est gentil. Bon, et bien écoutez, on vous embrasse bien fort. À dimanche ou à samedi ou à vendredi. Voilà, au revoir. À bientôt, Vavrachem. Au revoir François. Et comme vous l'avez dit, Diane, maintenant, désormais,
dans les 5 dernières minutes de l'émission, on va vous donner des petites idées cadeaux. Nous, les invités, les chroniqueuses, vous, Diane, quand on n'a pas d'idées, parce qu'on n'a jamais assez d'idées pour la Noël, on va vraiment remplir notre mission de service public. On va vous donner des idées cadeaux pour la Noël. On va commencer avec vous, Célia. Qu'est-ce qu'on pourrait offrir? Tiens, dites. Écoutez, vous savez que moi, j'affectionne tout ce qui est high-tech. Et pour Noël, il y a une guerre qui se livre au rayon des tablettes tactiles. C'est le cadeau à faire cette année. C'est très pratique. Ça s'adresse à tout le monde, aux jeunes actifs, aux retraités. Et même les enfants jouent avec. C'est hyper intuitif, c'est ergonomique. On peut naviguer sur Internet, écouter de la musique, regarder des vidéos. Bref, on peut faire plein de choses. On connaît le leader, on le voit, ah non c'est pas lui, du marché US qui en est à sa 2e version et qui pratique des prix démarrant à 450 €. Voilà, ça c'est le leader. On en trouve des moins chers Made in France qu'on a vu avant, qui commencent à 99 €, mais c'est nettement moins fluide au niveau de la navigation. Et là, on voit mon coup de cœur à l'image, qui est le mix des 2 domaines que j'affectionne le plus dans cette émission, c'est-à-dire les nouvelles technologies et la cuisine. Donc il s'agit d'une tablette tactile qui porte phonétiquement le nom de cuisiner en anglais. Il ne faut pas le dire. Ah d'accord. Et c'est donc pensé pour être... Moi je joue. Vous avez trouvé, c'est ça, mais c'est pas moi qui l'ai dit. Donc c'est pensé pour être utilisé dans une cuisine. On peut l'éclabousser, lui renverser de l'eau dessus, renverser de la sauce. Bref, elle est prévue pour résister aux assauts du gras, des traces et de la chaleur. On peut tourner les pages virtuelles des quelques 500 recettes qui ont été enregistrées. La navigation est très simple et très intuitive. Et on peut se connecter via Internet en Wi-Fi pour concocter les recettes en ligne. Et petit cocorico aussi, parce que son nom sonne comme un anglicisme, mais c'est un produit 100% français qui en plus est assemblé en France contrairement aux concurrents. Vous savez qu'on a plusieurs cadeaux à montrer, Célia. Donc, et je voulais dire que le chauvinisme a un prix, ça coûte 350 €. Ça coûte 350 €. Le cadeau, on va parler le vôtre, Élodie. Oui. C'est quoi? C'est votre thèse qui a été éditée, donc ça veut dire qu'elle a fait une super thèse en fait. Donc c'est moi qui vais le montrer. Allez-y. Ça, c'est-à-dire qu'on peut se le procurer où? Sur Amazon en fait en ligne. C'est les éditions universitaires européennes qui ont publié la thèse puisqu'elle a été primée. Voilà. C'est accessible à tous. Est-ce que moi je peux la lire et comprendre? Oui, non, vous avez une partie, une partie résultat, mais il y a toute une partie, puisque bien évidemment, comme disait tout à l'heure la jeune fille, on doit faire un état des lieux de la recherche. Donc en fait, on doit faire une introduction bibliographique, donc en fait, où on parle de tout sur les huiles, et pourquoi les bactéries sont résistantes, etc., les mécanismes de résistance. C'est super, je vous le souhaite. Vous n'avez pas encore votre thèse, vous préconisez quoi comme cadeau? Tiens. Alors, on reste dans le domaine des livres aussi. Un livre à destination des parents. Comment expliquer l'art aux enfants. Donc, je ne sais pas si on voit l'image. Oui, ça va passer. C'est un livre qui répond aux questions que les enfants peuvent poser parfois aux parents. Un manuel donc pratique pour répondre aux questions de nos chers bambins qui des fois nous en posent de bonnes dans les musées. Ça, c'est sympa. Voilà. Je vais venir avec vous, Marie-Antoinette, mais d'abord Diane. Diane, à vous, puisque le cadeau de François. Le cadeau de François, c'est donc le 2e CD du jour. Moi, je suis très CD, je suis très musique, et plus particulièrement musique insulaire. Qu'est-ce qu'il y a de particulier avec Doppuccella? Eh bien, Doppuccella, il vous propose, vous connaissez le fonqui litchi, qui est difficilement consultable, à mon grand dame. Il n'est pas commercialisé, j'espère qu'il le sera un jour. Mais pour l'instant, Doppuccella vous propose une seconde récolte, une récolte d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils ont enregistré des gens d'aujourd'hui qui chantent des chants d'hier. Mais c'est toute une démarche aussi de patrimonialisation, puisqu'il y a de vieilles chansons chantées par des jeunes d'aujourd'hui. C'est magnifique, c'est Doppuccella, canti e soni di l'isola Berza. Et vous, donc, Marie-Antoinette, alors moi, pour je vais finir, faire 2 propositions. 1 minute, il vous reste 1 minute. Alors, la première, c'est la publication d'une thèse aussi. C'est celle de Vanina Marchi Vancovelert, qui a obtenu le prix de thèse du département de Haute-Corse sur la Corse génoise. Le deuxième cadeau... Montrez-le bien, montrez-le. Diane va le montrer, allez-y, montrez-le. Voilà, la Corse génoise. Et puis le deuxième, rapidement. Le deuxième, alors c'est une production de notre laboratoire. C'est apprendre le corse. Alors, c'est Incourse ou plus, c'est une méthode ludique d'apprentissage de la langue corse par une chasse au trésor dans les îles de la Méditerranée. Encore à nouveau, le patrimoine insulaire, le patrimoine culturel. Et c'est de 7 à 77 ans, et même avant, pour ceux qui savent utiliser une souris, puisque c'est interactif, donc c'est un DVD. Merci, merci à tous. Ce soir, Diane. Ce soir, Théo Kehler, comédien et metteur en scène, avec Philippe Martinez, ils parleront du théâtre de Marivaux. Merci à tous, infiniment. Bonne continuation dans vos études, dans vos brevets. Et nous, on se retrouve demain. Je compte sur vous. Allez, au revoir.